Europe 1. Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1. Bonsoir à tous, bienvenue dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Au sommaire ce soir, l'exécutif va-t-il suspendre le pass sanitaire dans les régions où le virus circule le moins avec la mise en place de mesures territorialisées? Un nouveau conseil de défense aura lieu mercredi à l'Elysée. On verra dans quel département la situation permettrait ce pass allégé. 34 départements sont en vert aujourd'hui, c'est-à-dire en dessous du seuil des 50 cas pour 100 000 habitants. Un projet de loi sera présenté le 13 octobre en Conseil des ministres pour d'une part prolonger le pass peut-être au-delà de la date du 15 novembre, et puis d'autre part pour l'alléger dans les autres où la situation s'améliore. La date du 30 septembre reste en revanche maintenue pour les 12-17 ans qui devront obligatoirement être vaccinés et donc avoir un pass sanitaire. La primaire des écologistes avec un duel surprise, Yannick Jadot et Sandrine Rousseau pour le second tour. On verra ce qui différencie les deux candidats, notamment le choix de la radicalité face au réalisme de l'écologie politique. De son côté, Xavier Bertrand, candidat à la présidentielle, a lui déjeuné aujourd'hui avec Nicolas Sarkozy, qui, jure-t-il, ne lui a pas parlé de la primaire de la droite. Éric Zemmour, lui, continue son tour de France pour assurer la promotion de son livre. Il a tenu des quasi-meetings à Nice et à Toulon. Enfin, le président Macron demande pardon aux harkis réunis à l'Elysée pour la façon dont ils ont été abandonnés par la France après la guerre d'Algérie, puis maltraités sur notre sol national. Une loi harkis sera votée pour la reconnaissance et la réparation de ce qu'ils ont subi. On entendra leur réaction et celle du président Macron. On entend et on débat de tous ces sujets d'actualité avec mes invités. Nous sommes ce soir avec Jean-Claude Dacier. Bonsoir Jean-Claude. Bonsoir. Consultant CNews. François Pupponi, bonsoir. Bonsoir. Député apparenté Modem du Val d'Oise. Prisca Thévenot est avec nous. Bonsoir. Vous êtes porte-parole de La République En Marche. Et nous avons Maître Goldnadel, Gilles-William Goldnadel, avocat. Merci d'être avec nous. On va écouter tout de suite le président Macron demander pardon aux harkis pour la conduite de la France à leur égard. En privant les anciens combattants, leurs femmes, leurs enfants de leur liberté fondamentale, en n'offrant pas à leurs enfants la même éducation qu'à tous les jeunes Français, en ne voulant pas reconnaître, malgré vos combats, malgré le travail d'histoire, et tant de lettres dictées, la France leur a lâché la main et leur a tourné le dos. Face à ceux qui l'avaient loyalement servi, notre pays n'a été fidèle ni à son histoire, ni à ses valeurs. Au nom de la France, je dis aux harkis et à leurs enfants à voix haute et solennelle que la République a alors contracté à leur égard une dette. Aux combattants, je veux dire notre reconnaissance. Nous n'oublierons pas. Aux combattants abandonnés, à leurs familles qui ont subi les camps, la prison, le déni. Je demande pardon. Voilà pour ces mots d'Emmanuel Macron, la repentance, grand sujet du quinquennat. On va aussi évoquer le pass sanitaire allégé. C'est le menu de Punchline, c'est parti pour ce soir. Europe 1, Punchline, Laurence Ferrari. Et il est pratiquement 18h si vous nous rejoignez à l'instant sur CNews et sur Europe 1. Le pass sanitaire va-t-il être allégé? Un nouveau conseil de défense doit se tenir mercredi avec la possibilité de présenter un projet de loi dès le 13 octobre pour peut-être d'une part prolonger le pass sanitaire au-delà du 15 novembre, mais surtout le moduler en fonction des régions et de la circulation du virus dans ces régions. Tout de suite, on fait un point sur le niveau de l'épidémie avec Florian Tardif et puis on en débat sur le plateau de Punchline. La situation sanitaire s'améliore de jour en jour. On admet même au sein de l'entourage d'Olivier Véran que la décrue est importante tant en termes de contamination que de pression hospitalière. Lorsque l'on regarde le baromètre de Santé publique France, 34 départements sont actuellement sous le seuil d'alerte, c'est-à-dire qu'ils ont un taux d'incidence inférieur à 50 pour 100 000 habitants, des départements principalement situés dans le nord-ouest du pays. On assiste même, admettons, dans l'entourage du ministre des Solidarités et de la Santé, à un quasi-retour à la normale dans les services de réanimation. Aujourd'hui, au niveau national, environ 36% des lits de soins critiques sont occupés par des patients Covid. Il y a néanmoins, Laurence, des disparités entre les départements puisque le pourtour méditerranéen est toujours confronté à un nombre important de patients hospitalisés. Est-ce que la situation à l'heure actuelle permet dans certains territoires de supprimer le pass sanitaire? Oui, m'explique-t-on dans l'entourage d'Olivier Véran. Est-ce que cela se fera prochainement? Pas sûr. Pourquoi? Parce que nous sommes à un niveau actuellement de contraintes faible et qu'un rebond épidémique est toujours possible à l'automne. Est-ce que les Français, voilà ce qu'on
m'explique, dans l'entourage du ministre des Solidarités et de la Santé, ne souhaiterait pas plus qu'on enlève le masque dans des lieux où il est aujourd'hui obligatoire, tout en conservant le pass sanitaire. La question se pose, rien n'est décidé pour l'heure, tout doit être tranché lors du prochain Conseil de défense qui se tiendra mercredi à l'Élysée. Merci beaucoup, Florian Tardif de CNews. François Pupponi, vous êtes parlementaire. Vous votez si on vous demande dans les prochaines semaines de prolonger le pass sanitaire au-delà du 15 novembre, mais aussi de le moduler, de faire en sorte qu'il ne soit pas le même sur tout le territoire. Alors, moduler, c'est déjà possible. La loi le permet, puisque ce sont les préfets, en fait, et le gouvernement qui peuvent adapter la situation. D'ailleurs, il y a des territoires où l'heure de fermeture des établissements est plus court que dans d'autres départements. Par contre, le gouvernement ne peut pas prolonger l'utilisation du pass sanitaire au-delà du 15 novembre. Donc oui, la loi, en tout cas, si le gouvernement le propose, moi je voterai la loi pour permettre au gouvernement, si la situation sanitaire l'oblige, de maintenir le pass sanitaire dans certaines parties du territoire national. Ça, je pense qu'il faut le faire. Il faut le faire pour les dom-toms en particulier. D'ailleurs, on a voté une loi il y a quelques jours sur les dom-toms spécifiques parce que juridiquement, le gouvernement ne pouvait pas. Et donc, il faut se laisser la possibilité. Il y a un moment où le gouvernement a toujours dit on peut avoir la possibilité, mais on n'est pas obligé d'appliquer la règle. Puisque si la situation ne le justifie pas, on ne mettra pas le pass sanitaire plus longtemps qu'il ne le faut. Mais juridiquement, il faut l'autoriser à le faire. Jean-Claude Dacier, il n'y a pas un risque de stop and go, c'est-à-dire on va vous enlever le pass sanitaire, puis on va peut-être vous le remettre après, parce que si l'épidémie repart, ça c'est un risque c'est pour ce que disent et ce que redoutent un certain nombre d'épidémios qui pensent qu'il ne faut pas prendre un risque, que c'est inutile, etc. Simplement, moi je ne veux pas... on a pas de critiquer le président de la République pour ne pas reconnaître quand même que depuis le mois de janvier, c'est plutôt lui qui a eu raison quand on compare aux décisions qui ont pu être annoncées, aux prises de position des uns et des autres, notamment dans le corps médical. Donc là, il se rend compte quand même que le pass sanitaire, si c'est un succès incontestable et qu'il a largement aidé au démarrage et au succès de la vaccination, il se rend compte que dans certains départements, quand vous êtes à moins de 30, 32, 33, 34 pour 100 000 habitants, c'est que le virus ne circule pratiquement plus. Simplement, il n'y a pas de frontières au département. Donc il y a des gens qui peuvent traverser, les familles, les enfants. Il y a encore sinon le virus ne circule peut-être plus, mais les porteurs éventuels, oui. Donc certains disent il prend un risque inutile, il faut maintenir un pass sanitaire national et exigeant avant que on est à 50 millions de personnes vaccinées. Voilà. 46 ou 47, 2 doses, complètement vaccinées. Ça veut dire quand même si on compte, je compte là les enfants, qu'il y a encore 10 à 15 millions de Français, petits, moyens et grands, qui ne sont pas vaccinés. Certains ne veulent pas, d'autres ne savent plus très bien ce qu'il convient de faire. Il y a notamment entre 1 million et 2,5 millions de personnes âgées qui ne sont toujours pas vaccinées pour des raisons que j'ai du mal à comprendre. Bon, j'espère que le président de la République, qui va recevoir de multiples avis, prendra la bonne décision. On tient le bon bout. C'est peut-être pas la peine, c'est peut-être pas le moment d'aller trop vite. Prisca Thévenot, de La République En Marche, est-ce qu'il n'est pas trop tôt, justement? On vient juste d'avoir les effets de ce pass sanitaire, la vaccination, qui est 50 millions de personnes vaccinées. Est-ce qu'il n'est pas trop tôt pour décider de l'alléger, effectivement, quitte à le remettre, malheureusement, quelques semaines plus tard? Alors, est-ce qu'il est trop tôt pour l'enlever d'un seul coup du jour au lendemain? Oui. Par contre, est-ce qu'il est trop tôt pour commencer à amorcer le débat, pour savoir ce qui va se passer après le 15 novembre? Non. Et justement, c'est maintenant qu'il faut en parler. Pas en naïveté, en responsabilité, en regardant bien évidemment deux choses. D'une, que le territoire, effectivement, voit ses indicateurs sanitaires baisser, et ça, c'est une bonne nouvelle, mais qu'il y a énormément de disparités au sein même des territoires. Et deuxième chose, maintenant, c'est aussi avec le recul qu'on a et la connaissance qu'on a de ce virus qu'on peut le dire, il y a une saisonnalité à prendre en compte. Donc, attention à ne pas trop tout de suite dire « Hourra, on est passé au travers ». Donc oui, le débat doit se mettre en place. Il va se mettre en place aussi dans une situation un peu plus apaisée que ce qu'on avait pu connaître au mois de juillet, et tant mieux, parce qu'aujourd'hui, effectivement... Parce qu'il y a moins de manifestants dans la rue, c'est ça? Plutôt que force est de constater que le pass sanitaire a finalement été largement accepté aussi bien par les Français que par les professionnels concernés, et qu'il a eu surtout les conséquences escomptées, c'est-à-dire mettre en place des digues sanitaires et surtout accélérer la campagne de vaccination. Donc, Maître Goldnadel, c'est trop tôt pour vous pour lever ce pass sanitaire ou pas? Je ne connais pas grand-chose. Je m'y connais plus que les épidémiologistes, mais je ne connais pas grand-chose. Non, je n'ai pas été scandalisé par ce que je viens d'entendre autour de la table. Le député Pupponi, qui n'est pas, que je sache, un liberticide, considère que s'il faut encore de temps en temps... Je sais que ça déplaire à beaucoup de mes amis, mais tant pis. S'il faut l'appliquer, il faut l'appliquer. S'il faut être souple, comme ça vient d'être dit, je ne vois pas pourquoi on serait idéologue ou pragmatique. Tout est possible. Et effectivement,
Ça va dans le bon sens, mais ce qui a été dit par mon excellente voisine sur la saisonnalité doit aussi être pris en considération. Donc, je n'ai pas grand-chose à ajouter à ce qui vient d'être dit. Jean-Claude Dacier. Ceux qui expriment un certain nombre de réserves disent au fond que ce n'est pas le taux d'incidence qui est le bon curseur, qui est le bon moyen de vérifier l'évolution de l'épidémie, que c'est le taux de vaccination, tout bêtement. Or, ce taux de vaccination, on l'a dit tout à l'heure, il y a quand même encore quelques millions de Français qui ne sont pas vaccinés. Notamment dans les populations vulnérables, Jean-Claude. Et notamment, je le répète, c'est incompréhensible, des gens qui risquent leur vie, qui risquent des Covid de longue durée, je ne sais pas pourquoi. Honnêtement, 2,5 millions peut-être de personnes dans les EHPAD ou ailleurs qui ne sont pas vaccinées, il me semble que c'est plutôt ça qui Ils sont vraiment une grande majorité. 85%. Ils sont, je retire les EHPAD, c'est quand même une situation qui n'est pas normale, et je pense que c'est là qu'il faudrait faire porter l'effort. Encore une fois, je ne suis pas expert, je suis comme toi. François Pupponi et ensuite le gouvernement a l'obligation d'avoir le débat, puisque la loi, je répète, autorise le gouvernement à maintenir le pass sanitaire. Il ne peut pas le maintenir au-delà du 15 novembre. Donc, si on veut voter la loi avant le 15 novembre, il faut le faire rapidement, parce qu'il y a la loi de finances qui arrive au débat en Parlement. Donc, il a l'obligation d'avoir le débat. Donc, il ne veut pas le faire dans l'urgence qui a pu être fait en juillet, parce que je pense que ce n'était pas une bonne manière de légiférer. Donc là, voilà, on va le faire mi-septembre. On a 2 mois pour voter le texte, un peu moins, puisque si on va être opérationnel pour le 15 novembre, le débat aura lieu au Parlement, il aura lieu dans l'opinion, et puis ensuite, une fois que la loi sera votée, le gouvernement agira en fonction de la réalité sur le terrain. Et je pense que c'est une bonne manière de faire. Prisca Thévenot, vous voulez rajouter quelque chose? Moi, je vous rejoins complètement sur à peu près, on estime qu'il y a à peu près 1 million de personnes vulnérables qui ne sont pas aujourd'hui vaccinées. 1 million, voilà. seulement. Bon, c'est déjà beaucoup. C'est énorme. Bon, honnêtement, c'est énorme. On regarde de ce qu'il est. Je voyais ça plus important. Mais avec 4,5 millions, voilà. Oui, j'en tiens votre chiffre. Donc, il y en a 1 million qui sont à peu près pas vaccinés. Et c'est pour ça que les campagnes de vaccination du aller vers continuent. Il y a des campagnes, on en parle un peu moins, mais c'est normal, de phoning qui sont organisées par les différentes caisses d'assurance maladie. C'est-à-dire qu'on passe des coups de téléphone. Exactement. Pardon. Ne vous inquiétez pas, on est dans Punchline, on n'aime pas les anglicismes du tout, nous. Je suis une ancienne. C'est nous, The Punchline, on n'aime pas l'anglicisme. Je travaillais dans les centres d'appel, donc c'est un vieux réflexe qui sort. Mais voilà, les efforts sont faits, mais aussi, et je pense qu'il faut aussi le saluer, les professionnels du soin et de la santé sont là aussi, mais aussi beaucoup d'associations au local qui sont partenaires de cette activité-là et qui, elles, vont peut-être rassurer là où la parole politique et la parole médicale ne font peut-être plus droit dans certains endroits. Donc je pense qu'il faut aussi saluer ce travail qui continue d'être fait sur les territoires. Mais ce qu'il faut quand même signaler, c'est qu'au même moment, l'Italie va imposer le pass sanitaire pour les salariés. Donc il y a quand même quelque chose qui n'est pas harmonieux entre les décisions qui sont prises par nos amis italiens et par la France, Jean-Claude. Et les États-Unis non plus, selon les États, ils viennent d'ouvrir. Ils vont ouvrir. Ça y est, les États-Unis viennent de rouvrir en novembre leurs frontières aux personnes vaccinées et avec des tests négatifs en plus du vaccin. Chaque politique a ses qualités, ses défauts. C'est pour ça que globalement, on peut toujours critiquer, je trouve qu'on s'en sort pas si mal. Maître Golnadel, le pass sanitaire élargi, la vaccination en plein boom, on tient le bon bout? Ça a l'air de bien se présenter, mais encore une fois, allez savoir s'il n'y a pas un virus qui va nous arriver. Un mutant, vous voulez dire? Un mutant, un nouveau variant, encore plus méchant. Je peux vous faire quelque chose d'apocalyptique. Le scénario catastrophe? Si ça vous convient, je peux vous faire parfaitement quelque chose d'apocalyptique. Non, on veut juste. Bon, alors donc, non, sinon, pour l'instant, ça a l'air de pas trop mal se passer. Il faut reconnaître, et je le fais d'ailleurs sans mauvaise grâce, que autant ce gouvernement a été particulièrement calamiteux pendant de très nombreux mois, dans les derniers mois, là, c'était pas mal quand même. Mais le temps perdu, il a été perdu. Les gens qui ont été malades parce qu'ils n'ont pas pu être vaccinés à temps, ça se rattrape jamais. Mais enfin, on est quand même, c'est quand même moins catastrophique. Non, je dis que le sujet de préoccupation pour les personnes âgées ou fragiles, précaires, situation précaire, c'est les limites d'efficacité du vaccin, quel qu'il soit, 6 mois, 7 mois. Donc il va falloir, puisque moi, par exemple, j'ai été vacciné en mars, je pense à me faire une 3e dose pour être tranquille. Le plus tôt sera le mieux. Et les rappels ont commencé dans les EHPAD. Oui. Justement, c'est intéressant, ce qu'on voit, c'est que les rappels ont commencé dans les EHPAD, donc cette 3e dose, qui sont des doses de rappel, et on voit que par rapport à décembre-janvier, il y avait quand même une plus grande réticence pour avoir sa dose de vaccin. Là, globalement, ça se passe assez facilement. Pas que dans les EHPAD. François Pupponi. Les âgés, au-dessus d'un certain âge, ont tous été rappelés, et ils se font vacciner, et ça se passe plutôt bien. Tant mieux, c'est bien. Alors, ceux qui sont rétifs à la vaccination, moi, je veux dire, il est irrationnel de voir rationaliser avec des gens qui ont le droit d'être irrationnels. On n'est pas tous des
animé par la raison. Hein. Mais je suis désolé, moi je cherche encore quelqu'un qui a été vacciné 2 fois et qui aurait retrouvé le Covid, mais un méchant Covid, et hospitalisé. J'en connais pas beaucoup des comme ça. Hein. On n'en voit François pas beaucoup. Pupponi, vous en connaissez? Il n'y en a pas beaucoup, malheureusement. On trouve de tout dans la vie. Il y en a, malheureusement, on le sait. Mais c'est vrai que globalement, ceux qui ont été vaccinés ont, dans la mesure possible, pas attrapé le Covid, ou lorsqu'ils l'ont attrapé, c'était une forme de... Mais il y a eu quelques cas, malheureusement, moi j'en connais, qui sont décédés. Bon, mais ça peut arriver. 2 fois vaccinés et décédés. Mais ils avaient une comorbidité, quelque chose. D'un certain âge, ça peut arriver. Mais sincèrement, c'est pas la règle. Un dernier mot là-dessus, Prisca Thévenot, sur les enfants, les jeunes en tout cas. Jean-Michel Blanquer a annoncé que 70% des élèves de 12 à 17 ans avaient reçu au moins une première injection. Pfizer communique aujourd'hui en disant que son vaccin fonctionne sur les moins de 12 ans, c'est-à-dire les 5-11 ans. Est-ce qu'il faut que la France s'engage dans la voie de la vaccination des tout-petits ? Je pense que sur ça, il faut y aller comme on l'a fait pour les autres tranches d'âge, pour les adolescents au mois de juin, juillet, voir ce que aussi nos entités, nos autorités européennes et nationales disent sur le sujet, que les tests soient poursuivis. Et je pense que là, la priorité, vraiment, sans balayer d'un revers de main cette question, pas du tout, mais vraiment nous concentrer sur ces 1 million de vulnérables qui ne sont pas encore vaccinés, qu'il faut aller chercher absolument par la main pour vacciner. Par la main, Jean-Claude, en les persuadant... peut-être en étant un peu incitatif. Il faut d'abord essayer d'isoler les raisons de ce refus, qu'on comprend mal quand on est âgé, éventuellement malade. J'avoue que j'ai du mal à comprendre, puisque quand même si on n'a pas le recul suffisant, il faudra quelques années sans doute pour mesurer tous les effets secondaires éventuels, très éventuels des vaccins. On sait quand même que c'est... avec beaucoup de sécurité qu'on peut se faire vacciner. Enfin, donc je comprends pas l'attitude de ces personnes. Faut leur parler et essayer de les convaincre. Il faut faire de la pédagogie la plus basique, la plus simple. Et puis ça vient souvent des enfants qui, eux-mêmes n'étant pas convaincus, disent à leurs parents « ne te fais pas vacciner ». Moi, je connais des familles où c'est les enfants qui dissuadent les parents de se faire vacciner. Et c'est ce qui peut être surréaliste, mais malheureusement, c'est souvent comme ça que ça se passe. Ok, allez, on fait une petite pause. On se retrouve dans un instant. Dans Punchline, on évoquera la politique, la primaire écologiste. Tiens, Yannick Jadot face à Sandrine Rousseau. C'est l'affiche surprise du second tour. À tout de suite dans Punchline. Europe 1. Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1. Et on se retrouve dans Punchline avec nos débatteurs Jean-Claude Dacier, consultant CNews, François Pupponi, député apparenté Modem, Gilles-William Goldnadel, avocat, et Prisca Thévenot, porte-parole de La République En Marche. On va évoquer la primaire écologiste. À la surprise générale, c'est Sandrine Rousseau qui se trouve face à Yannick Jadot pour ce second tour, une écoféministe radicale face à un candidat plus consensuel. On va les écouter tous les deux, interviewés ce matin sur les ondes du service public. On ne peut pas avoir 5 ans d'Emmanuel Macron. De nouveau, on ne peut pas avoir un débat de campagne électorale sur l'interdiction des prénoms. Tout ça, ça ne préoccupe pas les Françaises et les Français. Les Françaises et les Français aujourd'hui, ils ont envie d'une alimentation saine et savoureuse dans leur assiette. Ils ont envie qu'on rénove leur logement. Et ils ont envie d'un grand projet qui les réconcilie, qui les rassemble. C'est ça l'enjeu. C'est de gagner cette élection présidentielle. Pour une fois, les écologistes peuvent le faire. Et ben moi, je veux que ça marche. Aujourd'hui, l'écologie réaliste, c'est celle qui transforme nos modes de production, qui sortent du productivisme, qui sortent de la société de consommation, qui sortent aussi d'une société qui abîme la nature, mais qui abîme les humains. Et en l'occurrence, l'écologie de gouvernement, on l'a vu, ça fait 20 ans qu'on la voit. Et finalement, elle ne transforme pas notre pays. Aujourd'hui, il nous faut au contraire avoir une ligne claire et une ligne ambitieuse pour modifier nos politiques publiques et faire en sorte que l'on sorte du consumérisme et d'une forme de surexploitation de tout, des ressources naturelles comme des êtres humains. Prisca Thévenot, l'écologie politique, ça ne marche pas, dit Sandrine Rousseau. Ça fait 20 ans que ça ne marche pas. Encore une fois, elle a une vision radicale de l'écologie. Est-ce que ça vous convient ? Je pense qu'elle n'a même pas une vision radicale de l'écologie, elle a une vision radicale de la société. Sandrine Rousseau, c'est wokisme et pensée victimaire sur justement fond de radicalité, mais permanente et surtout. Et je pense que quand on lit les sorties de Sandrine Rousseau ou les tweets qu'elle peut faire, ça peut amuser de temps en temps, agacer, voire choquer. Mais en réalité, il faut faire très attention parce que quand on écoute clairement Sandrine Rousseau, elle va au-delà en fait. Elle se cache derrière des enjeux de protection de l'environnement et de préservation de la biodiversité pour en réalité
réalité parler de choses extrêmement graves pour la société. Quand elle parle d'une société racialisée où il y a un système qui s'en prend, qui opprime, etc., je pense qu'il faut faire extrêmement attention. Il n'est pas du tout question d'environnement et de protection de l'environnement. Il est plutôt question de faire une campagne contre les Français et les Françaises et surtout les valeurs de notre République. Et donc c'est ça que j'interroge beaucoup plus, et c'est dommage que quelque part dans cette primaire des écologies, il n'y ait pas eu ces sujets qui soient un peu plus étayés, parce qu'on aurait pu enfin voir ce qu'il y a vraiment derrière tout ça, et si c'est juste de l'enfumage ou c'est vraiment du dangereux. François Pupponi, vous avez été surpris par l'affiche du second tour des écologistes ou pas? Moi, je pensais Yannick Jadot, Sandrine Rousseau. Je pensais que Jadot serait plus haut. Effectivement, il est talonné et donc il est en grande difficulté, parce que quand on connaît le parti écologiste, je vois bien Rousseau être élu, parce que c'est vrai qu'ils sont plutôt dans cette radicalité. Les militants, en tout cas ceux qui ont voté, les 120 000, c'est quand même beaucoup. C'est hein. beaucoup, oui. Et donc on voit bien comment ça se passer. Oui, non, je voyais Jadot plus haut. Il n'a pas fait la différence, loin de là, et donc je pense qu'il est en grande difficulté. Maître Golnadel. Moi, je suis ravi. Hein. Pourquoi ? Écoutez, je sens un peu de sarcasme dans votre voix. Oui, je suis ravi parce que ça montre ce qu'est ce prétendu parti écologique. Parce que là, ils n'ont pas été 3 à voter. Vraiment, c'est très nombreux. Donc, le succès de Madame Rousseau, il tombe pas du ciel, il est vraiment... Donc ça prouve que c'est pas un véritable parti écologique, c'est un parti gauchiste. Et ça en dit long, non seulement sur ce parti, mais quand même sur l'état de la société. Parce que, pardon de le dire, vous savez combien je mesure à chaque fois mes propos, mais quand on dit radicalité, en vérité, on devrait dire stupidité. Pourquoi ? Écoutez, alors, quand quelqu'un vous explique sérieusement il faut que les Afghans viennent, et c'est bien si... Oui, non, mais ne faites pas semblant d'être... Expliquez la chose, parce que nos auditeurs téléspectateurs ne le savent pas forcément. Non, mais stupidité, j'aime pas l'insulte. C'est une stupidité politique. Non, mais je n'aime pas l'insulte. Vous faites merveilleusement bien votre travail de modératrice, mais je maintiens qu'on est dans la stupidité politique. Et c'est la stupidité du... oui, sûr. Je ne parle pas de la personne, je parle de ses idées. Les choses sont claires. Je n'ai pas l'habitude d'invectiver les gens. Donc, sur les Afghans, elle disait... Donc, expliquer tranquillement que c'est bien, il faut que les Afghans viennent, et s'il y a des terroristes, c'est encore mieux parce qu'on pourra les surveiller de près. Pardon, j'ai un problème de vocabulaire si c'est pas de la stupidité politique. Quand on explique qu'on prend et on jette le corps des racisés, alors c'est non seulement de la stupidité politique, mais comme j'ai l'impression que ma voisine voulait le dire, c'est quand même de manière outrancière ce que pense aussi une grande partie de ces personnes-là. Elle a enchaîné. En dépit du... Quand on dit... On parle toujours de Sandrine Rousseau. Hein. Je parle de Sandrine Rousseau. Lorsqu'on dit je préfère les jeteuses de sorts, que des hommes qui construisent des EPR, c'est du sexisme anti-mal assumé. Et malgré donc ces grossièretés idéologiques, qui montre quand même l'état de la société. Une partie, moi je suis de ceux qui pensent que une partie de la société devient folle. Eh bien, malgré tout cela, vous avez quelqu'un qui est largement plébiscité par une partie de... Alors, je suis désolé, pourquoi est-ce que j'ai commencé par vous dire que j'étais satisfait ? Parce que j'aime bien qu'on montre les choses. Donc, on voit bien que ce parti est un parti d'extrême gauche. Et je trouve que beaucoup de gens, parce que j'ai vu qu'elle avait été reçue avec beaucoup d'urbanité par notre radio de service public bien aimée, je peux vous dire que ils auraient pu quand même lui demander de s'expliquer sur ce que je viens de vous dire. C'est passé crème pour parler vulgairement. Jean-Claude Dacier, sur cette affiche les écologistes ont toujours voté radical, et je crois... On mes risques, mais je pense qu'ils vont recommencer cette fois-ci quand on regarde les résultats. En gros, c'est 4 quarts. Donc, il y a 2 quarts, Bateau et Piolle. Donc, je pensais qu'ils feraient un meilleur résultat. C'est une partie importante de ces 2 fois 22% vont se reporter très probablement sur Sandrine Rousseau, qui devrait être élue. Et confirmer ce que je ne sais plus qui disait à propos de nos amis écologistes, qu'ils sont comme les pastèques, c'est-à-dire qu'ils sont verts à l'extérieur et rouge à l'intérieur. Le discours, Gilles William a raison.
Le discours de madame, elle est tout à fait respectable, madame Rousseau. Mais c'est un discours c'est un discours de trotskiste, gauchiste, marxiste, je ne sais plus. En 2011, entendre ça, alors qu'on est quand même, on a bien des défauts, ce pays a connu bien des erreurs depuis 30 ou 40 ans. On est quand même un pays qui consacre 800 milliards par an aux allocations sociales sous toutes les formes. On est un des pays les plus généreux du monde et les moins discriminés possibles. On est un pays qui vraiment fait des efforts, peut-être d'ailleurs jugés excessifs quand on voit l'équilibre global des budgets de ce pays. Que vous entendez qu'il faut tout déconstruire parce qu'il faut arrêter de prendre, d'utiliser, de jeter. Qui a des efforts à faire? J'en conviens. Mais vous parlez... C'est comme tout à l'heure. Vous parlez rationnellement. Et moi, eh bien oui, mais il se trouve que vous devez voir le caractère irrationnel, justement, du discours d'une partie de la société. Cette dame-là, elle tombe pas du ciel. Elle est vice-présidente d'une université. Ça prouve qu'elle a des pouvoirs dans cette université. Elle a fait l'objet d'une élection. Dans les universités, il y a une partie des gens du corps professoral, ça montre... Et ce qui me désespère un peu, encore un tout petit mot, ce qui me désespère un peu, c'est que Yannick Jadot, j'écoute, alors il faudrait écouter la totalité de ses interventions, mais là, ce que j'ai entendu est tout aussi affligeant. Son programme, c'est il faut pas que Macron soit réélu, et de la nourriture savoureuse dans les assiettes. Tout ça n'est pas très sérieux. Je crains beaucoup, de toute façon, mais c'est peut-être souhaitable pour ce pays, que l'on votera, que les écologistes voteront pour madame Sandrine Rousseau, qui ensuite fera de très beaux discours, radicaux, plus radicaux les uns que les autres. Le seul point sur lequel je peux vraiment les rejoindre, c'est sur l'économie politique. C'est vrai qu'à chaque fois qu'on essaie de faire des choses importantes qui ont été faites dans la législation, dans la mandature, y compris avant, mais dans cette mandature. Mais à chaque fois, on voit bien que les gouvernements successifs ont du mal à prendre la bonne mesure parce que les lobbies, parce que c'est pas le moment, donc ça, il faut que ça change. Et donc là-dessus, sur la critique que le système ne va pas assez loin, il faut que ça change. Il faut qu'on arrête avec l'écologie punitive, il faut qu'on ait l'écologie incitative. Donc il faut qu'on change là-dessus. Là-dessus, il faut qu'on change. Et là, ce que vous êtes en train de dire, c'est pas du tout ce qu'elle raconte, en fait. C'est la vision peut-être que vous avez du mouvement. Non, c'est ce que j'ai en tant que député. On voit bien qu'on a tous collectivement du mal à franchir le petit pas qui ferait que... Monsieur Pouny, mais ça là-dessus, vous êtes mauvaise langue. Vous êtes mauvaise langue, il y a des choses qui ont été faites. On a largement cassé... C'est ce que j'ai dit. On a, grâce aux écologistes, on a largement cassé le nucléaire français. Non, c'est... comment non, ce qui a contribué à carboniser une partie de la France, c'est formidable, il faut que ça continue. Peut-être. Carboniser. Le mot est très juste. Après madame, j'aimerais bien dire. Moi, ce que je dis, c'est que sur ce que vous venez de dire, effectivement, vous avez complètement raison, qu'il faut toujours aller plus loin, et peut-être qu'on n'a pas été assez loin, et de manière générale, et pas que sur ce quinquennat. Mais là, ce que dit Sandrine Rousseau et ce que dit Yannick Jadot, c'est pas du tout ça. Il y en a un qui est en train de juste se positionner par rapport à ses concurrents et pas du tout par rapport aux Français, et l'autre qui est en train de faire de l'antisystème. Oui, mais d'accord, et donc c'est ça qui est dommage, parce qu'aujourd'hui, qu'on soit encore aujourd'hui en 2021 en train de se dire que les écologistes sont tout sauf avec les Français et les Françaises, c'est quand même un problème. Ils sont pour l'économie punitive. Alors, François Pupponi, la réponse. Je pense qu'il faut qu'on arrive intelligemment, pas eux, mais que les autres, à faire une écologie incitative. Mais ça, c'est ce qui a été mis en place avec certaines lois que vous avez votées à l'Assemblée nationale, notamment, et le plan de relance. Par exemple, quand on dit on va faire du voiture électrique, très bien, et que les batteries sont construites ailleurs, et qu'on importe les batteries et qu'on ne sait pas les recharger, c'est qu'on n'est pas très bon. Voilà, donc il faut que, globalement, les différents gouvernements arrivent à être plus efficaces dans ce domaine-là, parce qu'effectivement, on prend des mesures qui ne vont pas jusqu'au bout. J'aimerais qu'on écoute Xavier Bertrand, Jean-Claude, parce qu'il allait déjeuner avec Nicolas Sarkozy aujourd'hui. On va écouter ce qu'en dit le candidat à la présidentielle. C'est important d'être là aujourd'hui ? C'est pas la première fois que je viens, certainement pas la dernière. Mais d'habitude, vous n'êtes pas là. Mais c'est un moment charnière, c'est un moment important. Non, pas plus qu'un autre. Non, pas plus qu'un autre. Ça a l'intérêt de se présenter à côté de Nicolas Sarkozy. Pardon quand même. Non, mais attendez, je vais vous dire une chose. Je viens lui parler, notamment de la situation internationale. Je vais lui expliquer aussi quelle est ma stratégie. Mais de toute façon, en tout état de cause, je vais vous dire une chose. Il fera ce qu'il doit faire au moment où il voudra le faire, et rien de plus, et je ne vais pas lui parler de ça. Après, vous me croyez pas, mais c'est vraiment ce dont on va parler. Et il n'est pas impossible non plus qu'on parle d'autre chose. Le foot.
Voilà, Xavier Bertrand, interrogé par les journalistes devant le bureau de Nicolas Sarkozy. Jean-Claude Dacier, vous y croyez? Un mot de ce qu'il dit. D'accord. Pourquoi? Non, qu'ils aient parlé de la crise franco-américaine, ça je veux bien le reconnaître. Enfin, qu'ils aient pas parlé de la prochaine élection présidentielle française. Ils ont tous une crainte. C'est laquelle? Que Sarkozy, toute réflexion faite, tout examen de la situation ici ou là fait, soutienne Emmanuel Macron. On ne peut pas complètement l'exclure. Alors je pense qu'il va faire attention parce que il est quand même fidèle à son ancien parti, à ses anciens amis. Mais avec le spectacle qui est offert, on ne sait toujours pas qui... les deux candidats qui éventuellement pourraient se départager ne sont même plus aux Républicains. Plus personne n'y comprend rien. On verra bien. Je voulais simplement redire un mot sur le nucléaire et les voitures électriques. On est sur Xavier Bertrand, là, Nicolas Sarkozy. Fini, vous me le direz ça demain gentiment sur le nucléaire. François Pupponi, non, parce que là, le retour en arrière, là, non, je sens que François Pupponi. Non, à la fois tous les candidats, et je pense qu'ils se parlent régulièrement. Après, effectivement, les déclarations là de Xavier Bertrand sont pas terribles là-dessus. Oui, il va avoir Nicolas Sarkozy, ils se connaissent bien, ils se voient régulièrement. Il suffit de le dire simplement. Ils parlent bien entendu de politique. Et évidemment de la situation à droite. On a du mal à croire qu'ils viennent commenter le match du PSG d'hier soir. Maître Golnadel. Oui, enfin, c'est un discours un peu convenu, mais bon, qu'est-ce qu'ils disent? Un truc. La vérité, c'est tout. Oui, ça aurait été mieux. Oui. En plus, à mon avis, ça aurait été mieux. Quand on est candidat à la présidentielle, ça aurait été mieux vérité, et peut-être plus habile. Que Sarkozy expressément soutienne Macron. Je n'ai pas dit que c'était fait. Vous n'y croyez pas, Maître Golnadel? Non. Pourquoi? Non, parce que je pense que je pense que Nicolas Sarkozy est trop intelligent pour brûler ses vaisseaux. Et par conséquent, alors qu'au deuxième tour, bien entendu qu'au deuxième tour, ça lui coûtera pas cher. Mais au premier tour... Au deuxième tour, si c'est un candidat de la droite dans l'hypothèse républicaine, si c'est pas Marine Le Pen... Non, mais dans l'hypothèse classique qui est convenue, et peut-être effectivement qui ne se réalisera pas, où ce serait un duel entre Marine Le Pen et Macron, je ne doute pas un seul instant qu'il le fasse. Là, il n'y aura pas de doute. Oui. Il y aura pas de doute. Et si c'est Bertrand contre Macron, je ne sais pas ce qu'il fera. Ah non, je me refuse à penser qu'il ne soutiendrait pas sa famille politique. Prisca Thévenot, vous attendez un signe de la part de l'ancien président de la République envers Emmanuel Macron? Je ne sais pas si on attend un signe spécifique de Nicolas Sarkozy ou d'un autre, mais là, c'est surtout dans le cadre de la primaire, pas primaire, éventuelle primaire à droite. Et on voit que la droite se cherche un leader naturel qu'elle ne trouve pas et que le leader naturel, finalement, reste Nicolas Sarkozy. C'est pour ça que je trouve ça un peu cocasse quelque part de pas assumer pleinement, d'aller effectivement voir le chef pour lui demander ce qu'il en est et s'assumer pleinement dans cette campagne des présidentielles. Je pense qu'il n'y a rien de pire que d'y aller en traînant les pieds. Assumer franchement, et puis tout le monde sait qu'ils sont pas en train de se parler de ce qu'ils ont mangé hier soir. François Pupponi, il n'y va pas entrer dans les pieds non plus, Xavier Bertrand. Non, mais ils y vont tous, et c'est normal. Et c'est normal d'aller chercher, entre guillemets, le soutien de l'ancien président de la République, qui est une personnalité importante de la droite, pour essayer de grimper. Parce que le problème de Bertrand, c'est qu'il ne décolle pas dans les sondages, et qu'il n'a pas fait la différence avec Valérie Pécresse. Là, on parle de plus en plus de Barnier qui serait investi par son parti, puisqu'en fait, c'est le seul candidat du parti. Voilà, donc, il y a Philippe Juin, Oui, voilà, pardon, Philippe Juin aussi. Ciotti. Voilà, absolument, mais il y en a quelques-uns. Mais globalement, on peut imaginer que les militants des Républicains, pardon, je tâte un peu, des Républicains votent pour un membre de leur parti. Et pas pour deux candidats qui l'ont quitté en disant on n'y croit plus, on s'en va, mais on a besoin de vos voix. Oui, ça, j'ai du mal à comprendre. Alors, donc là, ils vont essayer de se récupérer. En espérant au moins que Nicolas Sarkozy ne soutienne pas un autre. Je pense qu'il ne soutiendra pas forcément un de ceux-là, mais en tout cas, il ne faut pas qu'il soutienne un autre. Donc c'est le laisser dans une certaine neutralité. Jean-Claude Dacier, un dernier mot là-dessus. La droite est en train de préparer avec beaucoup d'efficacité et de talent son prochain échec présidentiel. S'il ne tire pas les leçons de la situation qui est la leur, disons d'ici la fin de l'année, il faut vraiment... Ça n'a pas de sens. Donc il faut une primaire, il y aura une primaire ou pas de primaire? Oui, je pense que la primaire n'est pas tenable, enfin. Vous faites une primaire avec deux candidats, entre autres, qui ont quitté le parti et qui ne veulent pas la primaire. Non, c'est effroyable. Quand on a connu ce parti il y a quelques années, ce qui leur arrive est effroyable. C'est pour ça que moi, je n'exclus pas que, choisissant l'intérêt du pays, l'intérêt supérieur du pays, ce qui est après tout le job d'un président de la République, même si c'est un ancien président, choisisse celui qui lui paraît le plus... le mieux placé pour défendre les intérêts de ce pays, qui est quand même
comme disait l'autre, dans des grandes difficultés. Quand c'est pas la faillite pure et simple, comme disait notre camarade Fillon. Allez, on ne va pas être défaitiste, on va continuer à y croire, mon cher Jean-Claude. Nous ne serons pas défaitistes, mais honnêtement, à droite, c'est moyen, quoi. Bon, allez, on fait une petite pause. On se retrouve dans un instant. On évoquera la crise, l'escalade de la crise entre la France, l'Australie et les États-Unis. Et puis aussi le pardon qu'a demandé aujourd'hui Emmanuel Macron au Harki. À tout de suite. Europe 1. Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1. Et on se retrouve en direct dans Punchline avec nos débatteurs. On va évoquer le discours du président Macron tout à l'heure à la mi-journée à l'Élysée. Il a demandé pardon aux harkis qui étaient réunis là afin d'apaiser les mémoires. C'est ce que voulait le président Macron. Il dit: la France vous a lâché la main, vous a tourné le dos. La France a contracté une dette à votre égard. Aux combattants, je veux dire notre reconnaissance, qui ont subi les camps, la prison, le déni. Je demande pardon. Voilà pour les mots très forts prononcés par Emmanuel Macron aujourd'hui. On va écouter dans un instant la réaction des harkis qui étaient dans la salle, notamment une dame qui d'ailleurs a interrompu à un moment le discours du président. Mais on va voir aussi que ce n'est pas la première fois, Victor Chabert, qu'Emmanuel Macron va sur le terrain mémoriel. C'est même un fil rouge de son quinquennat. En effet, Laurence, on l'a vu avec la reconnaissance de la responsabilité française dans le génocide rwandais en mai dernier, Emmanuel Macron veut panser les plaies de l'histoire. Sur la question coloniale, il veut incarner une rupture dans les relations franco-africaines. Il a par exemple rendu des œuvres d'art au Bénin ou acté la fin du franc CFA. Mais son plus gros défi, il l'a répété à plusieurs reprises, c'est la guerre d'Algérie. Et Emmanuel Macron sait la question explosive. Alors candidat en 2017 en déplacement à Alger, il suscite lui-même la polémique en qualifiant la colonisation de crime contre l'humanité. En juillet 2020, il confie l'écriture d'un rapport sur le sujet à l'historien Benjamin Stora et ensuite quelques recommandations comme faciliter l'accès aux archives classifiées ou la reconnaissance de l'assassinat d'un dirigeant nationaliste par l'armée française. Avec les excuses de la France aux harkis, c'est une nouvelle étape qu'il ouvre aujourd'hui. Le prochain événement aura lieu le 18 mars 2022, les 60 ans des accords d'Évian qui ont mis fin à la guerre d'Algérie. Un sujet épineux, d'autant qu'on sera à 3 semaines du premier tour de l'élection présidentielle. Merci beaucoup Victor Chabert. François Pupponi, effectivement, le parcours mémoriel, c'est quelque chose qui est important dans le quinquennat Macron. Oui, c'est ce qu'il le croit vraiment. Enfin, c'est quelque chose qu'il porte en lui. Voilà, il avait fait pendant la campagne, ça avait créé une polémique terrible. Il avait dit que c'était un crime contre l'humanité. Crime contre l'humanité. En Algérie. Depuis qu'il est président, il n'a pas redit les mêmes propos, mais on voit bien que sur la guerre d'Algérie, il sait que c'est une guerre qui n'a pas été fermée par la France et que la France ne veut pas regarder en face. Il a fallu 50 ans, et c'est la FNACA qui s'est beaucoup battue pour qu'effectivement la guerre d'Algérie s'appelle la guerre. La France n'a pas de guerre. Chirac avait décidé que c'était le 5 décembre, la fin de la guerre, alors que ça ne correspondait à rien. Et puis le 19 mars a été la date officielle de la fin de la guerre d'Algérie. Et on voit bien que le président Macron a raison d'aborder ce sujet mémoriel. C'est difficile, c'est compliqué, c'est une bombe à retardement, il faut savoir mettre les vrais mots. On parle du 19 mars là, 2022, puisque c'est le 60e anniversaire, mais je pense qu'avant, il y aura 17 octobre 61, puisque là, ça va être aussi le 60e anniversaire. Mais rapidement, puisque là, c'est la police française qui a effectivement tué des Français en les jetant par-dessus les ponts de la Seine. Et jamais la France, avec le président Hollande qui avait dit quelques mots là-dessus, mais à un moment, il faut sortir des archives. Juste une chose sur les harkis, il a eu raison. Moi, j'ai eu des témoignages là, de présidents de la FNACA locale sur Sarcelles, m'expliquant que c'était la FNACA, c'est juste... la Fédération nationale des anciens combattants d'Algérie, disant que c'était son harki qui lui a sauvé la vie, que quand ils sont partis, les chefs leur ont dit « vous inquiétez pas, on va les amener », et après ils ont appris qu'ils avaient été tués. Alors, Maître Goldnadel, trop de repentance ou est-ce qu'elle a été bienvenue aujourd'hui vis-à-vis des harkis? Bon, je suis d'accord avec M. Pupponi, mais pas là du tout. La reconnaissance de la responsabilité de la France dans la manière dont elle a traité les harkis, elle ne fait pas de doute. Je ne sais pas tellement la repentance, demander pardon alors qu'on n'est pas soi-même responsable. Enfin, je veux dire, les harkis ont été très maltraités. Ils sont morts pour la France, ils ont servi la France. Ils ont été reçus comme des chiens quand ils n'ont pas été abandonnés. Donc, de ce point de vue-là, il n'y a pas de doute. Avec mon esprit chagrin, j'aurais préféré que ça se passe loin des plus futures élections. Mais la manière dont ce président a abordé le problème algérien ne me convient pas du tout, je le dis franchement. D'abord, j'ai moi-même, pour l'association principale de Pieds Noirs, porté plainte contre le candidat lorsqu'il a parlé de crimes contre l'humanité. Ça n'a vraiment aucun sens. Bon, après, il a eu l'immunité.
Mais ce que je veux dire là, cher Pupponi, pardon, mais la France ne regarde pas en face. Mais encore, pour regarder en face, il faut se regarder. Quelqu'un en face. Et l'Algérie l'Algérie s'est bâtie encore maintenant sur le ressentiment contre la France. Il faut tout dire, quand on voit la différence entre le Maroc qui regarde l'avenir et l'Algérie qui continue à regarder dans le rétroviseur, on confie ça. Attendez, Monsieur Macron confie ça à Monsieur Stora. C'est peut-être pas le choix le plus judicieux. J'ai du respect pour Stora, mais c'est plutôt un militant. Il aurait pu parler dans ce cas-là. Il a parlé de crimes qui ont été faits par l'armée française. Il n'y a pas de doute. Mais pourquoi il ne parle pas non plus du massacre d'Oran ? Mais il faut qu'il parle de Pourquoi il ne parle pas du massacre d'Oran ? Il faut parler de la rudité aussi. Des Français, des chrétiens, des Juifs, des musulmans, alors même que l'Algérie avait vu son indépendance prononcée, ont été massacrés, il y a encore des disparus. Non, sur le sujet mémoriel, je ne trouve pas M. Macron extrêmement judicieux. Prisca Thévenot de La République En Marche. Oui, effectivement. Il s'agit, et là on le voit justement dans le débat, qu'il s'agit d'en finir, et vraiment de le mettre sur la table, d'en finir avec les conflits mémoriels, puisqu'effectivement, ils continuent d'irriguer de façon assez négative notre société et de venir tirailler l'union nationale. Et là, il s'agit bien des harkis. Et les harkis, comme vous l'avez très justement dit, ce sont près de 200 000 personnes qui ont rejoint l'armée française pour les aider pendant la guerre d'Algérie, qui ont été soit abandonnés, soit quand ils sont arrivés en France, ont été parqués dans des camps. Et ça, c'est bien évidemment les personnes en question, mais également les descendants et les familles qui en ont été victimes. Donc il s'agit de faire un pas de plus supplémentaire. C'est pas le premier. D'ailleurs, il n'y a pas que Emmanuel Macron qui en a fait, c'est pas le premier, mais c'est un pas supplémentaire, fort symbolique, qui va au-delà des mots. C'est d'ailleurs ce qu'il a dit à la dame qui l'a interpellé, dans la reconnaissance des manquements qu'on a pu avoir vis-à-vis des harkis, mais plus globalement, des manquements de la République vis-à-vis de ses propres valeurs. Et ça, c'est d'autant plus important, je pense, dans le débat aussi aujourd'hui actuel, par rapport à ce qu'on pouvait discuter sur les plateaux de télévision et dans les médias en général, il y a quelques semaines, sur la situation en Afghanistan. Donc je pense que c'est aussi important de pouvoir avoir ce genre de débat de façon extrêmement apaisée, sans renier notre histoire, mais sans non plus la réécrire. Jean-Claude Dessy. Curieux, parce que j'ai fait aussi, moi, dans ma tête, j'ai fait le rapprochement avec l'Afghanistan. Je me suis dit, est-ce qu'on va se comporter de la même façon ? J'ai noté, alors je ne connais pas le détail des rapatriements, mais je crois qu'on a rapatrié un peu moins de 3000 personnes, et je pense qu'on n'en a pas trop laissé derrière nous. J'ai regardé les États-Unis, c'est une situation évidemment, en termes de 20 ans d'occupation, plus importante que la nôtre. Ils vont ou ont déjà rapatrié 95 000 Afghans. Bon. Rapporté à leur population, globalement, je pense qu'ils font à peu près le boulot, ce que nous n'avons pas fait, nous, en effet. Avec nos amis harkis, et que 60 ans après, c'est bien tard, mais je pense que, comme vous, j'approuve la position qui a été prise par le président, mais je suis le camarade Goldanen quand je dis qu'il faut faire attention à la repentance excessive, sans savoir trop ce dont on parle. Parce que quand même, cher ami, on n'a pas été parfait, il y a eu de la torture, il y a eu des massacres, il y a eu des fautes, bien évidemment, et pas seulement avec les harkis. Mais en face, mais il faut le dire, ça n'a pas été brillant non plus. Alors, c'est pour ça qu'il faudra que le président de la République, je ne sais pas le conseil à lui donner, mais devra sous-peser quand même chaque mot. Parce que la repentance coupable de tout et tout le temps, je veux bien, c'est pas tout à fait... bon, on peut parler de colonisation, mais enfin, Zemmour nous racontera, et il n'a pas tort sur le fond, c'est que ça n'existait pas l'Algérie quand les Français y sont arrivés. C'était une terre vierge. Donc on a fait ce qu'on a fait. Il y a eu beaucoup de choses très positives. Donc faut faire attention. Moi, je suis pas en train de dire qu'on doit être dans la repentance. Loin de là. Je pense que la France n'est pas capable, 60 ans après, et les Français ne sont pas capables de dire ce qui s'est passé en Algérie. Voilà. Mais il faut le dire avec toutes les difficultés, des drames qu'ont connus les uns, des drames qu'ont connus les autres, des horreurs commises par les uns et des horreurs commises par les autres. Il faut le dire. Et comme on n'est pas capable... ça pourrit petit à petit. Voilà. Donc, moi, je pense que si le président de la République est capable de le faire sans tomber dans la repentance, en disant la vérité aux uns et aux autres, y compris aux Algériens, alors peut-être qu'on peut commencer à fermer la parenthèse. 60 ans après, nous n'avons toujours pas normalisé nos relations politiques, humaines, sociales, culturelles avec l'Algérie. Nous avons encore des relations, disons-le, pour le moins compliqué, mais si je prenais le bon mot, ce serait détestable. Maître Golnadel. Quant aux accords d'Évian, ils ont été foulés aux pieds, sauf sur un point, c'est le fait que les Algériens peuvent encore aujourd'hui se déplacer en France sans problème et en grand nombre. Alors même que dans l'esprit du général de Gaulle, on se séparait de l'Algérie
notamment pour ne pas rencontrer les problèmes démographiques que nous voyons. Enfin, c'est une évidence. Quand on se souvient de ceux qui souhaitaient l'Algérie française, il faudrait leur dire aujourd'hui, regardez où on en est. Alors, j'aimerais qu'on écoute le témoignage de Marguerite, qui est cette dame qui a interrompu Emmanuel Macron tout à l'heure à l'Élysée pour lui parler de son parcours à elle. On l'a interrogée à la sortie dans la cour de l'Élysée. Écoutez son témoignage. Moi, je pardonne. Parce que dans la Bible, parce que je suis devenue chrétienne, malgré mes origines, je n'ai plus d'origine. Je ne suis plus une arabe, je ne suis plus une algérienne, je suis française. Alors, je prie, je vais à l'église, j'ai appelé mes enfants, ils ont des noms, Moïse, Marie, Rita. Pourquoi j'ai choisi ces noms dans la Bible? Parce que j'aime la France maintenant. Et je le remercie à Emmanuel Macron parce qu'il a compris, lui. Il nous a compris et il sait que dans mon cœur, tout ce que je lui disais, c'était la vérité. Et ça a été spontané, ça n'était pas réfléchi, mais c'était mon vécu. Prisca Thévenot, effectivement, elle a interpellé Emmanuel Macron en plein discours. Il s'est interrompu quelques minutes pour lui laisser exprimer son émotion. On pouvait tout à fait s'attendre à ce qu'il y ait ce genre d'événement parce que c'était un moment aussi extrêmement fort en émotion et que c'était un moment attendu. Maintenant, je souriais aux propos de la dame parce que il y a quelque chose qui m'a un peu interpellée, sans remettre en cause bien évidemment son émotion et les propos qu'elle a dit en général, mais effectivement qu'elle ait choisi des prénoms dans la Bible, c'est très bien, mais attention, la France est laïque, profondément laïque, donc là ça revient aussi à ce genre de sujet. Mais encore une fois, je pense que c'est pas parce que ce discours qui a été prononcé ce matin par le président de la République ne va pas clore le chapitre, mais il va, je l'espère, permettre d'ouvrir une nouvelle page, mais une nouvelle page apaisée. Et je voulais réagir par rapport à ce qui est dit avant. Reconnaître ce qui a pu se passer d'un côté ne veut pas dire qu'on renie ou qu'on balaie d'un revers de la main le reste. Au contraire, je pense que c'est aussi peut-être une démarche que la France peut avoir dans ses valeurs et dans ses principes de relation avec les autres, de dire voilà, on met les choses sur la table, maintenant le chantier est ouvert et il faut qu'on y aille franchement. Et il faut qu'on y aille franchement dans nos relations entre les deux pays, mais aussi pour les générations qui viennent, qui doivent parfaitement comprendre que ce conflit n'est plus le leur, que ce conflit est terminé et que les choses sont apaisées. Et ça, c'est pas si clair que ça, évidemment, dans la tête d'un certain nombre de jeunes. Non, non, bien sûr. Moi, j'ai l'impression que dans l'esprit ambiant, l'étudiant moyen, l'élève moyen, la manière dont on lui a parlé et avec l'usage des médias, il a l'impression que la France s'est extrêmement mal conduite en Algérie. Point barre. Et je pense que, au contraire, la manière dont le FLN, lui, s'est conduit, il n'en sait pas grand-chose, l'étudiant français. Un dernier mot là-dessus. Il faut bien connaître en prime, en plus, et qui explique les difficultés, je ne dis même pas de réconciliation, mais de normalisation des relations entre la France et l'Algérie, c'est que pour être aimable, la direction politique, enfin, la politique choisie par les directeurs, par les patrons algériens, les dirigeants algériens, depuis quasiment le début, a été calamiteuse. Calamiteuse. Le pays est dans un état catastrophique. La jeunesse en a ras-le-bol, veulent autre chose. Ouais. Les marxistes au pouvoir, les soi-disant ou pseudo-marxistes en Algérie, ont accouché d'un désastre. Mais parce qu'ils se sont... Oui, mais c'est pour ça qu'on ne pourra sortir de cette situation que si on dit les choses telles qu'elles sont, y compris vis-à-vis d'Algérie. Donc moi, ce que j'espère, c'est que dans les futurs discours de président, puisqu'on nous annonce 2 nouveaux discours, eh bien, les choses soient dites, y compris vis-à-vis de l'Algérie. Parce que si effectivement on sort de cette séquence avec uniquement la France qui s'excuse de ce qu'elle a pu faire, sans parler des drames qu'ont connus un certain nombre de Français du fait des Algériens, alors on aura loupé quelque chose. Qu'est-ce qui est en jeu aujourd'hui, François Pupponi, entre alors, ce qui est en jeu, c'est à la fois nos relations avec l'Algérie, mais aussi qu'on arrête de faire en sorte qu'une partie des jeunes issus de l'immigration, en particulier l'immigration algérienne, ait ce ressenti vis-à-vis de la France, où ils considèrent que la France est redevable parce qu'elle a colonisé, tué, exploité. Si on continue avec ça, c'est en train de saper les bases de notre République. Donc il faut aussi expliquer à ces jeunes ce qui s'est vraiment passé. Et à force de ne pas le dire et de ne laisser qu'une version, y compris certains partis de gauche qui ne véhiculent qu'une version, on va à la catastrophe. Disons les choses. Parce que les anciens combattants d'Algérie, les rapatriés, ceux qui ont cru un moment à la France, eux savent ce qui s'est passé aussi. Et ont le sentiment qu'on ne parle jamais de leur traumatisme à eux. Moi, je pense très sincèrement que cette culture de l'excuse, ça a été le plus mauvais service rendu aux Algériens. Quand vous voyez encore une fois la situation du Maroc et de l'Algérie côte à côte, vous voyez bien que ce pays d'Algérie régresse. Au Maroc, on vient de nommer Premier ministre un berbère. Regardez la situation des Kabyles en Algérie. C'est tout. Mais il faut dire les choses. Absolument.
Jean-Claude, un dernier mot là-dessus. Peut-être on veut parler de Biden qui se dit très impatient de parler à Emmanuel Macron. Là, on passe à la crise diplomatique entre la France, les États-Unis et l'Australie relative au contrat des sous-marins. Il est très impatient de parler à notre président qui a renvoyé son ambassadeur. Il a raison parce que je trouve son que la ambassadeur à la manière maison. dont il s'est comporté, ou son administration s'est comportée, est indigne. Je suis plutôt pro-américain, mais là, franchement, depuis un certain temps, la politique étrangère américaine, c'est à peu près n'importe quoi. Et je considère qu'on devait être traité autrement quand on signait des contrats depuis maintenant 6 ans. Le dernier date de 2016. On n'a pas le droit de se comporter comme ça entre alliés. Simplement, ça va pas être simple pour le président de la République, pour Monsieur Macron, qui a rappelé à juste raison ses ambassadeurs à Canberra et à Washington. Il a fait exprès, je crois, j'en sais rien, mais je crois, de ne pas rappeler l'ambassadeur à Londres. Il a bien fait pour minimiser le poids de Bobo et le rôle des Anglais dans cette affaire. Je trouve que c'était assez malin. Le deal, évidemment, a été rompu par l'Amérique, et c'est entre les Américains et les Australiens que ça s'est passé. Maintenant, on a les ambassadeurs à Paris, qui vont passer quelques jours à travailler, mais les renvoyer, qu'est-ce qu'on obtient en échange ? Ça ne va pas suffire d'avoir une conversation politique aimable entre Biden et Macron. Donc il va falloir que Macron obtienne quelque chose, je ne sais pas quoi. Il y a évidemment en phase ultime entre les gens qui font du gros business, il y a l'arbitrage, mais ça ne se fera évidemment pas comme ça. Ils nous doivent des milliards. Il ne faut pas, alors, d'une manière ou d'une autre, bien sûr qu'ils nous doivent des milliards, cher ami. Ça s'appelle l'arbitrage. Quand on a contractuellement, on doit tenir. Avec les Australiens. Oui. Ah oui. Bien sûr. Non, je crois que tu parlais des Américains. Les Américains. Ah non, parce que les Américains. En plus de ça, sur le fond de ce dossier, les Australiens ne voulaient pas de nucléaire, ils voulaient même pas que les bateaux ayant un moteur nucléaire entrent dans leur port. Ils acceptent maintenant d'avoir des sous-marins nucléarisés par les Américains. C'est n'importe quoi ce qui s'est passé, et j'en veux beaucoup à M. Biden. Entre Trump et Biden, décidément, on n'a pas de chance. J'ai pas du tout cette vision-là, mais peut-être est-ce que je me trompe. Mais bon, alors évidemment, moi, j'ai jamais fait beaucoup d'illusions, je me suis pas fait beaucoup d'illusions sur la lumière de Biden qui aurait succédé à l'ombre Reagan. Ou à la folie Reagan. Trump, pardon, c'est moi. Mais on a parlé de Reagan tout à l'heure. Je suis un homme du passé, décidément. Non, mais quand on regarde froidement, cyniquement les choses, pardon de le dire, les Américains et les Français sont concurrents en matière de vente d'armes, c'est pas la peine. Quand on est cocu... On a signé. Attends, avec les Australiens, je te parle des Américains. Quand on est cocu, est-ce que c'est la peine de s'en vanter ? J'en suis pas sûr. Et troisièmement, les États-Unis sont certes pas un allié très fiable, et j'emploie un doux euphémisme, mais l'Europe, c'est rien. Madame von der Leyen trouve que la France a été traitée de façon inacceptable. J'en conviens. Quand tu es australien et que tu as un problème avec les Chinois, tu préfères un allié peu fiable à pas d'allié du tout. Il aurait peut-être fallu qu'il s'y pense avant. Oui, mais c'est comme ça. Un tout petit mot. Le vrai problème aussi, c'est la prolifération nucléaire. Bien sûr, et le choix qui est fait, qui est dramatique. Parce que les fameux sous-marins américains ne seront pas rechargés tout de suite, donc ce qui pose un vrai sujet. Et donc là, les Américains font un choix en termes de prolifération nucléaire qui est dramatique. Et l'armement devait être américain. Donc et ça s'invitera à l'Assemblée générale de l'ONU demain. On en entendra parler encore de ce traité et de cette crise diplomatique. Merci à vous de votre fidélité, chers amis auditeurs et téléspectateurs. On se retrouve demain, évidemment, sur CNews et sur Europe 1. Dans un instant, sur CNews, c'est Christine Kelly et ses invités pour Face à l'info. Et Punchline continue sur Europe 1. Bonne soirée à vous sur nos 2 antennes. Laurence Ferrari sur Europe 1.